Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Donc avant notre conseil municipal qui a lieu à 18h30 et pour ne pas prendre trop de retard sur l'horaire, je vous propose donc de passer la parole tout de suite au conseil citoyen que je salue et que je remercie et qui a préparé, je crois, de mémoire 3 questions. Voilà. Alors je ne sais pas qui commence, hein, vous vous présentez simplement et puis allez-y. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames, Messieurs. Oui. Donc je vais vous lire la première question du Conseil citoyen qui a trait à la qualité des eaux. À la lecture du rapport sur la qualité des eaux 2022 et des épisodes de pollution de la Jalle, les membres du Conseil citoyen souhaitent savoir si la mairie peut demander une surveillance accrue des risques de pollution de la Jalle. Surtout qu'on a appris quand même qu'il y avait eu des petits incidents. De plus, en raison des enjeux autour de l'eau, cours d'eau, nappes phréatiques, zones de captage, existe-t-il un support pédagogique qui vise à sensibiliser tous les habitants, y compris les associations, à la protection de cette ressource? Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est une question extrêmement importante parce qu'on sait que la ressource en eau a toujours été importante, mais qu'avec malheureusement les évolutions climatiques, ça devient particulièrement sensible. Parce que pour mémoire, hein, le bassin d'Our-Garonne prévoit une baisse de la ressource de 50% dans les 10 ans qui viennent. Donc on voit que c'est un enjeu énorme. Donc il y a plusieurs sujets là-dessus. Sur la deuxième partie de votre question, je ne crois pas, mais je pense que c'est une très bonne idée qu'on communique avec un document sur ce sujet auprès des particuliers, des entreprises et autres. Donc on prend le point volontiers. Sur la pollution, c'est un problème assez large. Donc nous, ce que je peux vous dire à ce stade, hein, c'est que tout ce qui est mesures, contrôle de l'eau, il y a un double contrôle qui est effectué par, avant c'était Suez, maintenant c'est la régie métropolitaine, hein, de l'eau, avec l'agence régionale de santé, donc qui vérifie tous les jours la qualité de l'eau qui est fournie aux consommateurs. Donc ça c'est un premier point. Donc la ville elle-même, non, ne contrôle pas l'eau, puisqu'il y a des gens qui le font, en l'occurrence la métropole et l'État. Sur les pollutions elles-mêmes, il y a plusieurs moyens d'action. C'est déjà protéger tout ce qui est en bord de Jalle et de la ressource elle-même. Donc on a fait l'acquisition d'un certain nombre de terrains avec Bordeaux Métropole depuis très longtemps. Le dernier étant le domaine d'Utile, que certains ont peut-être visité pendant les journées du patrimoine. Et la ZPENS qui est travaillée par Cécile et Pascal Tartari en ce moment, qui va représenter 2500 hectares en bord de Jalle. Donc l'idée, c'est de racheter les terrains autour pour éviter évidemment les sources de pollution. Il y a d'autres sujets qui nous échappent. Par exemple, il y a une pollution qui peut venir notamment des pesticides, qui souvent sont liés à des pratiques agricoles ou au sol, en forêt, etc., qui sont parfois trop drainés. Enfin, il y a toute une série de sujets comme ça qui demandent une coopération avec les communes voisines, hein. Donc c'est le travail au sein du PNR, par exemple. On a une délibération ce soir pour adhérer au parc naturel régional du Médoc, justement pour en partie aussi discuter de ces sujets avec nos voisins et amis. Ensuite, il y a les entreprises ou les particuliers, c'est quand même assez rare. Alors cet été, il faut distinguer deux choses, hein. Il y a ce qu'on a appelé pollution, mais qui est un phénomène naturel en réalité, qui sont les cyanobactéries, qui sont liées au climat en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a en fonction de la chaleur, de toute une série de contextes. Alors ça peut être aggravé par des pollutions, notamment des pesticides, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas chez nous. Là, c'est vraiment lié à certaines conditions particulières de température. Donc c'est des épisodes assez restreints et à part attendre que ça passe, il n'y a pas beaucoup de solutions
à court terme. Il faut bien sûr prévenir et dire aux gens de ne pas trop aller batifoler avec leurs animaux, ce qui a été fait cet été. Puis après, il y a les pollutions d'origine pas forcément industrielle, mais en tout cas commerciale, industrielle, liée à des entreprises. Bon. Là, ce qu'on fait à chaque fois, en tout cas depuis que nous sommes là, en 2020, à chaque fois, systématiquement, nous portons plainte au nom de la ville, dès qu'il y a une pollution. Ce n'est pas seulement symbolique, ça veut dire que dès qu'il y a une plainte, on a obtenu qu'il y ait, en l'occurrence, c'est une gendarme spécialisée dans les questions d'environnement. Donc dès qu'il y a une plainte, elle s'en occupe pour remonter à la source de la pollution, ce qui n'est pas toujours facile, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être impliqués dans une pollution. Hein. Donc il y a un travail d'enquête qui est fait. Et pour vous donner un des cas, je ne cite jamais les noms parce que c'est toujours un peu délicat, mais disons qu'il y a une entreprise qui l'an dernier avait pollué et qui a été sommée par l'État et l'ARS de mettre ses installations en conformité. Donc c'est ça le but des plaintes en fait. Au-delà, ce n'est pas juste symbolique, c'est d'amener les entreprises concernées à améliorer leurs pratiques ou alors à carrément changer vraiment leurs installations. Hein. Donc ça, il y a un travail depuis longtemps qui est fait avec Ariane Group, parce qu'on sait qu'ils sont en partie concernés par ce sujet. Donc là, il est déjà en fonctionnement, mais ça ne concerne pas encore toute leur production, mais tout ce qui était brûlage ou dispersion de carburant autrefois, peu à peu va être traité par des bactéries en fait qui mangent. Donc il y a beaucoup moins de rejets, voire plus à terme dans l'eau. Voilà, bon, c'est le type d'action qu'on peut mener. Mais l'idée d'être passé en régie par la métropole, c'est aussi la volonté de prendre la question de la ressource en question publiquement et de ne pas la laisser à une entreprise, même si elle était sans doute respectable, mais qu'on se dote peu à peu aussi des moyens d'action. Voilà. Mais les moyens d'action sont très divers. Il va falloir aussi qu'on travaille sur l'économie de la ressource, c'est-à-dire de baisser nos consommations. Donc la Cécile et la délégation sont en train de travailler pour faire de très grosses économies sur la ressource ville, enfin sur nos consommations. Après, il y a toute la question des fuites qui relève là de l'investissement sur le réseau. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, je retiens volontiers la bonne idée d'un instrument pédagogique pour tout le monde. Hein. Voilà. Vous aviez, je crois, d'autres... ouais. Ouais, Monsieur Labro. Je peux vous présenter parce que après, vous savez, il y a une prise de notes et ça permet de... Ah, je ne le voyais pas. Bon, bonsoir mesdames et messieurs les élus, bonsoir monsieur le maire. Alors moi je m'appelle Michel Labro, j'interviens au nom du conseil citoyen et la deuxième question que je souhaite vous poser, c'est celle-ci. À l'occasion de la présentation de la délibération sur l'avenant numéro 4 au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments de la commune, les membres du Conseil citoyen souhaitent savoir si l'exploitation des installations thermiques ne serait pas plus intéressante en régie, plutôt que par un opérateur privé. Est-ce qu'une étude a déjà été réalisée en ce sens? Si ce n'est pas le cas, c'était-il peut-être envisagé par la ville, en particulier à l'occasion du renouvellement du contrat? Et plus généralement, est-ce que ce principe de recourir à, comme l'a fait Bordeaux Métropole pour l'eau, de recourir à une exploitation en régie peut être étudié pour chaque service qui est rendu aux citoyens? Alors on en a déjà beaucoup, parce qu'on a la piscine, enfin on a tous nos établissements publics. La régie de l'eau, vous l'avez dit, à la métropole. Sur l'énergie, à mon avis, je vais vous donner quelques arguments, ça peut être que métropolitain pour des raisons économiques. Qui dit régie dit des techniciens pour s'en occuper. Il y a aujourd'hui des réglementations assez poussées. Donc il faut des gens qui sont spécialistes de l'électricité, d'autres du gaz, d'autres du bois, etc. Bon. Pour vous donner un ordre de grandeur, avant l'explosion des prix qu'on a connue, qui j'espère va décroître prochainement, le budget annuel d'énergie de la ville, c'était 600-700 000 euros. Voilà.
Si vous recrutez 4 techniciens un peu pointus sur tous les sujets en question, vous augmentez votre budget d'un tiers, quoi. Bon, donc tout simplement, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore, mais peut-être que dans les années qui viennent, c'est aussi un enjeu producteur. Voilà. C'est-à-dire qu'une régie, elle s'amortit bien si vous produisez de l'énergie. Si vous faites simplement de l'achat-vente, pourquoi les entreprises en question, alors privées pas toutes, puisque EDF, hein, et vous le savez, n'est pas un groupe privé. Il y a une participation au capital d'Engie, dont j'ai oublié le montant, mais qui reste important. Hein, voilà. Donc c'est tout simplement des raisons économiques. Aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on n'a pas une consommation suffisante d'énergie, tout simplement pour recruter des agents, enfin les personnes qui seraient indispensables pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, parce qu'on réfléchit. Alors ça a été un peu arrêté par l'explosion des prix de l'énergie, parce qu'on travaillait avec des gens comme Enercop, par exemple, qui est un producteur d'énergie renouvelable. Et on souhaitait monter des projets ville-habitant pour développer du solaire ou des réseaux de chaleur, des choses comme ça. Bon, avec l'envolée, l'explosion des prix, l'an dernier, ils ont tous fait savoir qu'ils n'étaient plus en mesure de répondre. Mais on va continuer la réflexion en ce sens. Voilà. Donc, si on peut passer un jour en régie, ça veut dire qu'on sera producteur suffisamment pour pouvoir amortir les coûts, quoi. Voilà. Et je crois qu'il y avait une autre question. La lumière, je ne sais pas. Oui. Bonjour madame. Alors je vais couper comme ça. Bonjour à tout le monde. Voici la 3e question. C'est plus net. Alors, de nombreux bâtiments et logements sociaux sont réalisés sur la commune. Certains sont plus ou moins intégrés dans l'environnement, d'autres utilisent des matériaux peu durables. Dans quelle mesure la ville peut intervenir sur les projets des bailleurs pour la réalisation de logements, et notamment sociaux en termes d'esthétisme, de choix des matériaux, de choix environnementaux et de durabilité? Richard. Oui, merci. Merci pour cette question. Alors, la main que peut avoir la ville, elle existe par le fait que c'est la ville qui signe et donne les permis de construire. Nous avons cela. Alors, ça ne concerne pas que les bailleurs, hein, c'est pour tout promoteur. Nous avons entièrement la main sur le permis de construire avec Bordeaux Métropole qui a, dans certains domaines, et monsieur le maire parlait de domaines très spécifiques, et Bordeaux Métropole a des spécialistes dans ces domaines-là, hein, c'est la voirie, le stationnement, l'assainissement, ces choses-là. Donc ils nous aident dans la délivrance du permis puisqu'ils ont un avis à donner, un avis que l'on suit totalement. Alors, ces PC, ils sont soumis, ces constructions plutôt sont soumises à un certain nombre de règles. La première règle qui a été édictée, qu'on appelait RT 2012, était une réglementation thermique qui imposait certaines normes, notamment d'économie d'énergie et d'isolation des bâtiments. Et cette réglementation a perduré jusqu'en décembre 2021. Depuis janvier 2022, c'est une nouvelle règle qui est appliquée, le règlement RE 2020, qui a été mis en application en 2022, qui est lui un règlement environnemental qui, dans tous les domaines que vous précisez, impose aux réalisations neuves de suivre un certain nombre de ces règles. Donc on oblige à ne plus utiliser pour le chauffage d'énergie fossile, on oblige à une qualité d'isolation bien supérieure à ce qui existait dans la RT 2012, et ça, tout le monde y est soumis, on est obligé de les appliquer. Alors après, sur le plan de l'esthétisme et des choix des matériaux qui ne seraient pas liés à ces règles environnementales,
Vous savez qu'on a fait réaliser une charte paysagère et de la construction sur notre commune, où nous essayons, dans cette charte, de préserver justement le paysage, l'existant, et de rendre un peu plus acceptable certaines constructions qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Mais ça ne peut se faire qu'en négociant avec les promoteurs et les bailleurs. Tous doivent appliquer les règles du PLU. Donc le PLU, je vous le rappelle, qui est métropolitain, donc qui s'applique aux 28 communes de la métropole. C'est le même pour tous. Et dans ce cadre-là, le PLU n'a pas vraiment de règles définies et de niveaux définis d'exigence sur ce type de critères. Donc nous faisons appliquer la RE 2020, qui est déjà très contraignante, puisque ça correspond, vous avez dû en entendre parler, à des bâtiments à énergie positive. Ça veut dire que si vous construisez une maison qui est depuis janvier 2022, vous devez produire plus d'énergie que vous en consommez. C'est pour ça qu'on vous demandera de votre chauffage par géothermie, des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques, pour que vous consommiez plus et que vous puissiez revendre à EDF. Vous produisiez plus, qu'est-ce que j'ai dit? Consommiez, non. Alors produisiez plus pour en revendre une partie. Mais au-delà de ça, c'est dans la négociation avec les promoteurs et les bailleurs que nous évoluons. Et cette négociation, elle a ses limites. Même si je peux vous assurer qu'on essaye de négocier très fermement et qu'on arrive quand même, la plupart des promoteurs et des bailleurs comprennent les exigences liées à la transition écologique. Vous savez, ils ne sont pas idiots non plus, et puis ce sont des professionnels du bâtiment, même si ce ne sont pas des philanthropes, hein, entendons-nous bien. Hein. Et nous avons donc la possibilité de faire émerger des solutions qui ne sont pas forcément réglementaires, pour point, mais sur lesquelles on souhaite qu'ils aillent. Alors nous avons aussi un autre levier, c'est que ça, c'est uniquement pour les bailleurs sociaux, c'est que dans le cadre de la réalisation de logements sociaux, nous pouvons aider les bailleurs en leur octroyant de la surcharge foncière. C'est une enveloppe que nous pouvons accorder aux bailleurs pour essayer de faire diminuer la charge foncière, le coût du terrain qu'ils ont, et permettre qu'ils réalisent des logements qui sont soit d'une meilleure qualité, en général d'une meilleure qualité, puisque nous leur demandons aussi que les logements, maintenant, ils doivent être traversants, ils doivent avoir un espace extérieur depuis la canicule. Mais on a encore des promoteurs qui nous amènent des projets où ça n'y est pas. Donc là, nous avons le moyen quand même, puisque nous accordons les permis, de leur refuser ça. Voilà la main que nous pouvons avoir. En effet, en fait, mais vous l'avez compris, il y a deux types d'urbanisme. Il y a un urbanisme réglementaire, donc il y a soit les règles nationales qui ont été évoquées, les différentes réglementations RT, etc., soit le PLU métropolitain qui fixe des règles. Et pour tout le reste, en fait, on est dans une négociation, hein, c'est un volontarisme de la ville et de discussion. Mais il arrive un moment dans la négociation où si le bailleur, par exemple, est conforme au PLU et à toutes les réglementations, la mairie ne peut pas lui imposer non plus voilà, des choses à sa convenance, parce qu'il doit aussi, à la fin, trouver une solution pour payer tout ça. Il y a un aspect économique sur le coût du logement derrière, mais surtout pour poursuivre ça, puisque c'est ma délégation à la métropole, l'économie, on a un gros problème aujourd'hui de filière, à la fois pour les matériaux, c'est-à-dire de trouver des matériaux suffisamment d'abord, à des prix qui ne soient pas non plus 30% plus chers que les matériaux dits classiques, et puis des architectes et des artisans ou des entrepreneurs qui savent les mettre en œuvre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est en train de créer sur la rive droite un nouvel OIM, un peu comme celui qui existe ici sur l'aéronautique, mais qui sera dédié aux questions de transition et notamment de bâtiments durables. Voilà. Pour vous donner un exemple, on a sur une entreprise qui va bientôt s'installer dans la métropole qui s'appelle Matterup, qui a inventé un nouveau process de construction, non plus à base de béton, mais d'argile, qui améliore les performances
thermique, pardon, mais qui fait aussi baisser l'empreinte carbone en production de plus de 60%. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut aussi développer, parce que là aujourd'hui, comme ça, de but en blanc, malheureusement, les filières ne sont pas forcément en place pour aller aussi loin qu'on le souhaiterait sur l'amélioration des constructions. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Et sur l'énergie, ben, j'espère qu'on sera amené à se revoir quand la crise sera passée, parce que là, on est un peu quand même en haut de la vague, pour reprendre ce travail de comment, en effet, une ville peut, à terme, produire un maximum d'énergie, alors pour elle-même, dans ses bâtiments, avec le photovoltaïque, réseau de chaleur et autres, mais pourquoi pas aussi en partenariat avec des citoyens ou des bailleurs, enfin voilà. Notamment sur les réseaux de chaleur et sur le photovoltaïque, c'est intéressant. Et ça nous permettra peut-être d'être plus autonomes à l'avenir que nous le sommes actuellement. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions et bonne fin de soirée. Nous, on démarre le conseil donc dans quelques minutes. Merci beaucoup.